savez, vous êtes conviés ici pour une synthèse de philosophie. Le contexte est bon parce que d'ici quelques semaines, d'ici une semaine même, nous allons faire l'anticipé philosophique. Ce qui veut dire que vous savez très bien ce que vous attend. Donc, une fois que vous savez ce qui vous attend, je pense que la séance va se dérouler dans les conditions idoines. Parce que vous allez nous prêter l'écoute attentive pour pouvoir quand même bénéficier de cette journée hautement symbolique pour un élève de terminale. Maintenant, nous allons très rapidement procéder à l'ouverture de la cérémonie. Je dois d'abord vous lire le chronogramme qui va s'établir comme ainsi. Tout d'abord, nous allons donner à M. Moussa Sey, qui est le manager opérationnel, pour qu'il prononce le mot de bienvenue du DER. Le DER, c'est le déclarant responsable, Papa Aboubakar Touré, n'est-ce pas? Après le mot du DER, nous allons donner la parole à monsieur le conférencier, monsieur Moustapha Diatta, pour qu'il procède maintenant à la synthèse. On ne peut pas faire toute la synthèse de la philosophie ici. C'est trop prétentieux. Mais quand même, on va vous donner l'essentiel. Il va commencer par le domaine 2, comme vous le savez, qui est la vie sociale, n'est-ce pas? Pour en revenir sur quelques domaines, bien entendu, on va vous donner la parole pour que vous puissiez intervenir et poser des questions. Mais comme le domaine 1, ce sont les grandes interrogations philosophiques, donc ça ne suscite pas beaucoup d'importance d'y revenir, mais nous allons commencer par la vie sociale, c'est-à-dire le domaine 2. Et après son intervention, vous aurez la latitude de poser des questions, bien entendu, dans le respect des procédures. Donc, très rapidement, je donne la parole à M. Moussa Sey, qui est le manager opérationnel du groupe scolaire Abdou Aziz Dabakh. M. Sey, vous avez la parole. Bonsoir, chers professeurs. Bonsoir, mesdames et messieurs de l'administration. Bonsoir, chers élèves. Au nom du DER, je vous souhaite des moments bénéfiques à vous pour les futures épreuves dans 48 heures. Chers élèves, à vos notes et interrogations sur la philo. Merci, monsieur le modérateur. Veuillez l'applaudir, s'il vous plaît. Ah, il le faut, parce que c'est lui qui a eu l'initiative d'organiser cette synthèse. Donc je pense que ce sont des applaudissements bien mérités. Et nous allons très rapidement procéder à la synthèse, bien entendu, du domaine 2 intitulé La vie sociale. Donc je donne très rapidement la parole à M. Moustapha Diatta, professeur de philosophie, d'abord au lycée de Pire, mais également au groupe scolaire Abdou Aziz Dabakh. M. Moustapha Diatta, vous avez la parole. Alors, bonjour tout le monde. C'est un plaisir pour moi donc de me retrouver parmi vous et de faire cette synthèse-là sur donc, la philosophie. Bien entendu, puisque généralement ce sont les littéraires qui sont là, les élèves donc de série littéraire L. Donc, pas besoin de parler donc d'épistémologie. Donc, nous allons axer notre réflexion sur les domaines qui suivent, c'est-à-dire la vie sociale d'abord, comme il l'a dit. Ensuite, je vais parler soit de l'esthétique, soit de l'introduction à la philosophie. Ça dépendra de vous. Parce que parler de tout en 2 heures de temps, c'est impossible. Voilà, donc nous allons parler de la vie sociale. Ensuite, vous choisirez soit l'introduction à la philosophie, je reviens sur ça, soit l'esthétique, c'est-à-dire le domaine numéro 4. Voilà, mais parler de tout en même temps, ce n'est pas possible. Voilà. Voilà, maintenant ça c'est après. Maintenant, pour la vie sociale,
vous savez que le programme de philosophie est divisé en 4 domaines. Dans chaque domaine, il y a un thème central qui intéresse le professeur. Donc, chaque domaine, il y a une notion centrale sur laquelle le professeur porte évidemment sa réflexion. Dans le domaine numéro 1, il s'agit de la philosophie en elle-même. C'est pourquoi, pour résumer le domaine numéro 1, le professeur peut se poser 5 questions. La réponse ou les réponses à ces 5 questions sont le domaine numéro 1. Première question, avant la philosophie, il y avait quoi? Qui sont les premiers philosophes? Pourquoi les hommes ont-ils fait de la philosophie? Qu'est-ce que la philosophie? Où et quand est née la philosophie? À quoi sert la philosophie? Est-ce que nous autres Africains, nous avons philosophé? En répondant à ces questions-là, le professeur fait le domaine numéro 1. Maintenant, en ce qui concerne le domaine numéro 2, le débat, ce n'est plus la philosophie, mais le débat, c'est l'homme. Qui sommes-nous? Qui est l'homme? Voilà la question générique, c'est-à-dire c'est la question qui va tourner en boucle. C'est la même question qui va revenir depuis la première leçon nature et culture jusqu'à état. Et là, je vais vous montrer pourquoi. Alors, qui est l'homme? Justement, l'homme, il est un animal, comme les autres animaux. Mais à la différence des autres animaux, l'homme, lui, il est à la fois nature et culture. Dès lors, qu'est-ce que la nature, qu'est-ce que la culture? D'où la première leçon, nature et culture. Ensuite, qui sommes-nous? L'homme, il est un animal. Mais à la différence des autres animaux, lui seul vit dans un cadre organisé par des normes qu'on appelle la société. Dès lors, quel est le rapport qui existe entre l'individu et le groupe, c'est-à-dire la société? Qu'est-ce que la société? Comment la société est-elle arrivée à exister? Que devons-nous faire pour vivre dans une société sans problème? Vous avez la leçon individu et société. Ensuite, on reprend encore. Toujours, c'est la même question qui revient. Qui sommes-nous? L'homme, il est un animal, mais un animal conscient, doué de raison. D'où la leçon conscience et inconscient. Dès lors, qu'est-ce que la conscience? Est-ce que l'homme, il est le plus souvent conscient de ses actes? Ou bien est-ce que l'homme, parfois, il est un inconscient? Dès lors, qu'est-ce que l'inconscient? Ensuite, on reprend encore. Qui sommes-nous? L'homme, il est un animal, mais libre par rapport aux autres animaux. Dès lors, qu'est-ce que la liberté? Sommes-nous véritablement libres? La liberté consiste-t-elle à faire tout ce que je veux, comme absence totale de toute contrainte? Mais l'homme est-il véritablement libre? Notre liberté n'est-elle pas prise au filet d'un certain nombre de déterminismes qui asservit notre liberté et qui nous empêche d'être libres? Et enfin, peut-être que nous sommes libres si nous prenons notre responsabilité. Liberté et responsabilité. Et enfin, qui sommes-nous? L'homme, il est un animal qui vit dans un cadre organisé par des lois qu'on appelle État. Dès lors, qu'est-ce que l'État? Comment l'État est-il arrivé à exister? L'État sert-il justement pour la liberté des citoyens ou bien au contraire, est-ce que l'État est un mal nécessaire? L'État, en réalité, entrave la liberté des citoyens. Quel est le rapport qui existe entre l'État et le pouvoir? Donc voilà un peu la vie sociale. Maintenant, l'ensemble de ces interrogations, c'est ce que je vais répondre de manière graduelle jusqu'à État, si vous suivez le cheminement. Donc on recommence encore avec la première question. Qui sommes-nous? L'homme, il est un animal, mais au contraire des autres animaux, il est à la fois nature et culture. Dès lors, qu'est-ce que nature? Qu'est-ce que la culture? On va commencer par ça. Le mot nature peut avoir une double signification. La nature, dans un premier temps, désigne tout ce qui nous entoure, du brin d'herbe jusqu'aux étoiles et qui n'est pas de notre œuvre. Ainsi, la nature, elle évoque les charmes paisibles de la campagne, l'air pur que nous respirons, l'ensemble de la faune, de la flore. Même l'homme lui-même, il est un produit de la nature, parce que personne ne peut créer un homme. Maintenant, qu'est-ce que la nature? Dans un autre sens, la nature, c'est tout ce que nous apportons dès la naissance. Elle évoque ici le milieu biologique, c'est-à-dire l'inné. Manger, boire, dormir, l'instinct sexuel sont des lois de la nature auxquelles tous les hommes sont soumis. Ne pas respecter ces lois-là équivaudrait à s'anéantir. La nature s'impose et l'homme dispose d'une pluralité de méthodes pour la vivre. Si la faim s'impose à nous, nous avons plusieurs méthodes pour résoudre ce problème-là. Mais la faim, que l'on soit chinois, sénégalais, japonais, nous tous nous éprouvons cela. Cela est naturel en l'homme parce que c'est inné. Maintenant, qu'est-ce que la culture? La culture n'est rien d'autre que le prolongement de la nature. C'est tout ce que l'homme ajoute à la nature en vue de virtualiser les potentiels virtuels de cette nature-là.
Exemple, la culture, dans un premier sens, elle désigne l'ensemble des opérations que l'homme fait sur une surface bien déterminée pour avoir des récoltes de maïs ou de manioc. De ce point de vue, on parle de culture de la terre ou agriculture. Dans un autre sens, la culture, elle évoque l'ensemble des opérations intellectuelles que l'on fait sur un individu pour lui donner des connaissances dans un domaine précis. De ce point de vue, on parle de culture intellectuelle. Exemple, quand vous débarquez à l'école primaire dès le premier jour, c'est sûr que l'élève, il ne sait ni lire ni écrire. Au fur et à mesure, avec le temps, le maître arrive à mettre en lui un ensemble évidemment de connaissances. C'est ça la culture qu'il met en lui. Au sens sociologique maintenant, qu'est-ce que la culture? C'est l'ensemble des institutions, des normes sociales, des croyances, des règles, des coutumes, des usages, la langue qu'un peuple, une société se donne comme mode de vie. Finalement, la culture, elle renvoie à tout ce que l'homme ajoute en la nature. Et la culture, elle se transmet de génération en génération par l'éducation, par l'apprentissage. On peut dire en un mot que la culture, c'est la mémoire collective d'un peuple. C'est ce qu'un peuple a décidé de garder. Et cette mémoire-là, elle se transmet de génération en génération. Voilà en un mot ce qu'est la culture. Maintenant, quel est le rapport qui existe entre nature et culture? D'abord, des rapports de différence. Différence, pourquoi? Et ces différences se fondent en trois différences. La première différence, c'est que la nature, c'est le milieu de l'inconscient, de la brutalité, de la sauvagerie, de l'instinct. La culture, c'est le milieu de la civilisation, de la rationalité, de l'intelligence. En effet, quand on est en face des données culturelles, nous sommes en face d'un ensemble, évidemment, de règles élaborées par un groupe. Tandis que la nature, elle, au contraire, c'est le milieu de l'instinct. Exemple, quand un oiseau crée son nid, l'oiseau est incapable d'avoir un plan dans sa tête. Tandis que quand c'est un bâtiment comme votre école, le maçon ou l'architecte avait déjà le plan du bâtiment dans sa tête avant même que l'école ne soit. Par conséquent, ici, vous avez la culture, elle est le lieu de l'intelligence, de la réflexion. Tandis que la nature, elle, c'est le lieu de l'instinct, de la sauvagerie et de la brutalité. Deuxième différence, c'est que la nature, elle est commune. Tous les hommes subissent les lois de la nature, tandis que la culture, elle est particulière. En effet, si manger est naturel, que nous soyons chinois, américains, japonais, nous tous nous mangeons, mais manger une telle chose, d'une telle manière, à telle période est culturel. Vous pouvez aller en Chine, vous trouvez qu'ils mangent des singes, ou même qu'ils mangent des chiens. Cela est tout à fait culturel chez eux. Tandis que chez nous, peut-être au Sénégal, nous n'en mangeons pas. Chez nous, nous mangeons des bœufs, alors que si vous allez en Inde, manger évidemment les bœufs peut paraître bizarre chez eux. Donc vous voyez que si manger est naturel, mais manger une telle chose, d'une telle manière, à telle période, relève de la culture. Ce qui fait que la culture, elle est particulière. Enfin, dernière différence, c'est que la différence entre nature et culture devient nette dès que nous comparons l'homme à l'animal. L'animal est cette totale incarnation de la servitude du donné naturel. Il est en quelque sorte programmé. Dès sa naissance, l'animal est exactement ce que les animaux de même espèce ont été pendant 1000 ans et seront pendant 1000 ans. Autrement dit, l'animal est pris dans ce filet-là, c'est-à-dire il est prisonnier de la nature. Il est incapable d'être autre chose. Un lion peut mourir de faim alors qu'il y a de l'herbe à côté. Un pigeon peut mourir de faim alors qu'il y a de la viande à côté. De même qu'un mouton, parce que le lion a été programmé à être un carnassier. Tandis que nous autres hommes, si la faim s'impose en nous, nous avons une pluralité de méthodes pour résoudre cette faim-là, puisque nous avons la capacité de transformer la nature et d'utiliser la nature à notre compte. L'ensemble de ces opérations-là que nous faisons pour transformer cette nature-là, et c'est ça la culture en réalité. Voilà pourquoi la culture se diffère complètement donc du donné naturel. Maintenant, jonction. Deuxième rapport, c'est-à-dire liaison entre nature et culture. Nature et culture, leur point de rencontre, c'est en l'homme. Il est difficile de regarder en l'homme et de démêler ce qu'il y a de naturel et ce qu'il y a de culturel en lui. C'est pourquoi un auteur qui s'appelle Edgar Morin, il dit l'homme est un être bioculturel. Tout acte humain est biologiquement culturel et culturellement biologique. Tout acte que vous prenez, si marcher est naturel, mais nous ne marchons pas de la même manière.
nous marchons suivant nos tempéraments. Il y en a qui ne peuvent pas marcher doucement, c'est lié à leur tempérament. Il y en a qui vont très rapidement, brusquement, c'est lié à leur tempérament. Il y en a certains, s'ils marchent, ils viennent, on voit qu'ils traînent les pieds, ils font beaucoup de bruit, c'est lié également à leur tempérament. Ce qui fait que par conséquent, tout acte que vous prenez est à la fois naturel et culturel chez l'homme. C'est pourquoi c'est en l'homme où on rencontre évidemment ce point de rencontre-là entre le naturel et le culturel. Maintenant, on va maintenant réfléchir sur la diversité culturelle et ses conséquences. Nous avons dit tantôt que la culture, elle est particulière, mais cette particularité n'occulte pas également le caractère universel de la culture. L'universalité de la culture s'explique par le fait que partout sur la surface de la Terre, là où il y a rencontre entre l'homme et la nature, il y a forcément une culture. La culture, elle est universelle. Tous les peuples, toutes les sociétés ont eu à avoir leur propre culture. Et cela se comprend aisément parce que l'homme, il est le seul animal, nous dit Georges Bataille, qui est incapable de vivre le donné naturel comme tel. Il est appelé sans cesse à transformer la nature autour de lui et la nature en lui. D'où, par conséquent, la culture, elle est universelle. Tous les peuples ont eu à transformer le milieu dans lequel ils vivent. C'est pourquoi la culture, elle est universelle. Toutes les sociétés ont leur culture. Mais cette universalité ne signifie pas que nous tous sur la surface de la Terre, nous avons les mêmes cultures. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas retrouvé dans les mêmes endroits. Les problèmes rencontrés dans les milieux ne sont pas les mêmes. Ce qui entraîne par voie de conséquence une pluralité de cultures. Exemple, si vous prenez rien qu'au Sénégal, suivant justement l'hostilité des milieux, suivant la répartition que les gens se retrouvent au milieu du Sénégal, nous ne parlons pas la même langue, nous n'avons pas les mêmes croyances, nous n'avons pas les mêmes jugeages, nous n'avons pas les mêmes institutions, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes traditions. Et c'est pourquoi sur la surface de la Terre également, maintenant si vous réfléchissez en gros dans le globe terrestre, sur la surface de la Terre, les problèmes rencontrés dans les milieux ne sont pas les mêmes. Et du coup, évidemment, les hommes n'ont pas eu les mêmes solutions pour résoudre ces problèmes-là. Exemple, la manière dont on s'habille en Sibérie, au pôle Nord, et la manière dont on s'habille ici au Sénégal, qui est un climat un peu tropical. Donc vous voyez que ce n'est pas la même chose. Là-bas, ils sont obligés de se mettre les fourrures. C'est l'hostilité du milieu qui va déterminer leur manière d'être. La manière dont on s'habille dans le Sahel, parce que c'est un climat sahélien avec beaucoup de sable, ils sont obligés de se couvrir même la tête, que ce soit les hommes ou les femmes. Donc c'est le milieu qui va déterminer les solutions qu'ils vont apporter. Ce qui fait, par voie de conséquence, nous avons plusieurs cultures dans le monde. Maintenant, le fait qu'il y ait plusieurs cultures dans le monde va avoir des conséquences. Et ces conséquences peuvent se manifester soit de manière pacifique ou de manière violente, le plus souvent. De manière pacifique, exemple au Sénégal, nous avons réussi à dépasser ces barrières culturelles-là en intégrant les cousins à plaisanterie. C'est normal, tous les Diolas sont plus intelligents que les Sérères et les Poulards. Ça, c'est normal. Il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, maintenant, si vous sortez du Sénégal, le problème ne se résout pas ainsi. Parce qu'autrui, il est noir. Ou autrui, il n'a pas la même couleur de peau que moi, il ne parle pas la même langue que moi, il n'a pas la même religion que moi. Immédiatement, il est vu comme un primitif, comme un sauvage. Ce qui amène évidemment aux États-Unis les discriminations et les ségrégations raciales. Et ce qui fait l'actualité avec la mort donc, de George Floyd. Il n'a pas été tué parce qu'il a fait une infraction, mais si les policiers ont insisté jusqu'à la mort, c'est parce qu'il est noir. D'où, par conséquent, en France, ce qu'on va amener, ce qu'on appelle la xénophobie, la peur de l'étranger. Tout ce qui n'est pas Charlie, on ne l'aime pas. La France a accueilli pas mal de cultures, mais tout ce qui n'est pas français, tout ce qui n'est pas Charlie n'est pas aimé. C'est ce qui a amené par voie de conséquence en Afrique du Sud l'apartheid, le rejet de l'autre. En Rwanda, entre Hutu et Tutsi. Et dans le monde arabo-musulman, c'est ça qu'il amène évidemment l'islamophobie. Parce qu'ils sont différents, ils n'ont pas la même religion. Donc ce qui va amener, c'est cela, cette tendance-là à survaloriser sa propre culture et à dévaloriser la culture des autres. C'est ce que l'anthropologue français Claude Lévi-Strauss appelle l'ethnocentrisme. Et l'ethnocentrisme se manifeste par le racisme. Et par rapport à ces préjugés racistes, il y a eu beaucoup d'auteurs, notamment Hegel, Lucien Lévy-Bruhl,
Arthur de Gobineau, David Hume, qui pensent que l'homme noir, de par nature, il est inférieur. Si vous prenez Hegel, qui écrit un ouvrage intitulé « La raison dans l'histoire », à la page 259, Hegel écrit « Pendant tout le temps qu'il nous est donné d'observer l'homme africain, on n'a jamais identifié le moindre signe d'intelligence chez ces nègres-là. Le nègre représente l'homme naturel dans son absence totale de civilisation et de discipline. » Et Hegel ajoute « Les nègres sont restés en retrait de la grande civilisation qui s'est déroulée autour de la Méditerranée. » Donc selon eux, l'homme africain, il est inférieur par nature. Il n'a pas de culture. Il est un animal, il est un primitif, il est un sauvage. Si vous prenez David Hume, il écrit un ouvrage intitulé « The National Characters of Philosophicals ». Il dit « Je suspecte la race noire d'être nettement inférieure aux autres races. Il n'y a chez eux ni engins manufacturés, ni moyens de locomotion. Et sans faire mention de nos colonies où il y a quelques nègres dispersés quelque part, on n'a jamais vu le moindre signe d'intelligence chez ces nègres-là. » Si vous prenez un auteur comme Arthur de Gobineau, il dit la race blanche, par ses réalisations scientifiques, est la race supérieure. La race jaune vient en deuxième position. Et la race noire, la race inférieure. Donc vous voyez que ces préjugés racistes vont servir d'idéologie et vont permettre évidemment d'asseoir ce que l'on appelle la colonisation. Qu'est-ce que la colonisation ou le colonialisme? C'est une déportation massive des colonies qui vont s'implanter évidemment en Afrique pour y imposer leur culture. Ce qui fait que par conséquent, la colonisation justement est justifiée. Parce que toute mission de colonisation est en même temps une mission de civilisation. Parce qu'on pensait que l'homme noir, il fallait qu'il ait la colonisation pour qu'ils soient civilisés. Parce qu'ils n'ont même pas de religion. Il faut les évangéliser, il faut les christianiser, il faut leur apporter une culture. Voilà comment, évidemment, les Blancs ont longtemps regardé l'Afrique. Voilà comment ils ont perçu le continent africain. Aujourd'hui, des études anthropologiques et sociologiques ont démontré qu'il n'y a pas de culture absolue, qu'il n'y a pas de culture de référence. Aucune culture, aucun peuple n'est supérieur ni n'est inférieur, mais les cultures se valent. C'est ça qu'on appelle le relativisme culturel. Par conséquent, aucune culture ne doit s'isoler, car l'enfermement et l'isolement est mortel. Mais pour le bonheur de l'humanité et la paix dans le monde, les cultures doivent se métisser, doivent se rencontrer, doivent dialoguer. Et c'est ce à quoi nous invitait le président poète Léopold Sédar Senghor lorsqu'il parlait de la civilisation de l'universel, le rendez-vous du donner et du recevoir. Donc voilà le premier point qu'il faut comprendre maintenant dans nature et culture. Après ce point-là, maintenant viennent les manifestations de la culture. Maintenant, qui dit manifestation va parler comment les hommes ont eu à montrer qu'ils ont une culture. En réalité, il y a eu plusieurs manifestations. L'art même la religion est une manifestation culturelle. L'art est une manifestation culturelle. Mais de manière triviale, dans cette leçon-là, les professeurs utilisent deux manifestations qui est dans le programme, c'est-à-dire le travail et le langage. Si nous disons que le travail est une manifestation de la culture, cela veut dire que l'animal ne travaille pas, parce que les animaux sont incapables de culture. Nous l'avons signalé dès le départ. Pour montrer que, justement, l'animal ne travaille pas, mais le travail est le propre de l'homme. L'homme seul travaille. Et pour expliquer cela, nous avons montré que, justement, l'animal, lui, ses activités sont liées à son instinct. Quelle que soit la régularité et la performance que certains animaux peuvent faire et nous étonner à travers leur action, cela ne peut pas être appelé comme étant du travail, mais c'est la nature en eux. Et s'il en est ainsi, c'est parce que le travail est défini comme un ensemble d'activités conscientes, ordonnées et coordonnées en vue de produire ce qui est utile. La dimension consciente du travail exclut de facto de l'animal, parce que l'activité de l'animal est purement liée à son instinct. Pour montrer que le travail n'appartient qu'à l'homme seul et que l'animal ne travaille pas, Karl Marx donne deux exemples, celui de l'araignée et de l'abeille. Dans le Capital, Karl Marx écrit « Une araignée fait des opérations identiques à celles du tisserand. L'abeille confond par la structure de ses cellules de cire l'habileté de plus d'un architecte. Mais ce qui distingue dès l'abord le plus mauvais architecte de l'abeille la plus experte, c'est qu'il a porté la cellule dans sa tête avant de la reproduire dans la ruche. » Autrement dit, le travail suppose un savoir-faire, suppose l'intelligence, suppose l'apprentissage,
et la capacité d'utiliser des outils pour réaliser une tâche quelconque. L'animal en est incapable. Cela veut dire que l'animal ne travaille pas. Mais si le travail n'est réservé qu'à l'homme seul, et que nous seuls hommes nous travaillons, comment alors les hommes qui travaillent conçoivent le fait de travailler? Travaillons-nous par gaieté de cœur? Ou bien le travail est l'expression de la souffrance, de la misère, de la malédiction et de la punition divine? Nous allons montrer que paradoxalement, le travail connote les deux à la fois. Dans la plupart des religions révélées, notamment dans la tradition judéo-chrétienne, le travail traduit le grand châtiment du ciel, une punition que Dieu a infligée à l'homme. En effet, nous pouvons lire dans la Bible de Jérusalem qu'au départ, Adam et Ève ne travaillaient pas, puisqu'ils vivaient au paradis. Tout de même, Dieu leur chargea de garder le jardin d'Éden, c'est-à-dire le paradis. Un bon jour, sous l'impulsion de Satan, qui se transforme en serpent, Satan va voir la femme Ève et dit à Ève, « Ève, Dieu a dit que vous ne mangez pas les fruits des arbres du jardin. » La femme répondit, « Des fruits des arbres du jardin, nous en mangeons. Mais des fruits de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, Dieu a dit que vous n'y toucherez pas et que vous n'en mangerez pas sous peine de mort. » Satan répliqua, « Pas du tout. Si Dieu ne veut pas que vous mangiez ces fruits, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez des dieux comme lui. Et parce qu'il ne veut pas que vous ayez le discernement entre le bien et le mal. » La femme, ayant vu que l'arbre était séduisant à voir, mais mieux également des fruits de cet arbre-là, on peut acquérir la connaissance du bien et du mal. Elle en mangea et elle en donna à son mari Adam qui en mangea. Immédiatement, ils vont voir tous les deux qu'ils étaient nus. Donc l'homme n'avait pas la conscience de la nudité. L'homme et la femme vont se réfugier derrière les grands arbres, se confectionner des feuilles de figuier en guise de cachex. Le lendemain, Dieu se promenant à la brise du jour. Et Dieu dit à Adam, « Adam, où es-tu? Pourquoi te caches-tu donc? » Adam répondit, « C'est parce que j'ai eu peur et je me suis caché. » Et Dieu dit à Adam, « As-tu donc mangé les fruits de l'arbre que je t'avais interdit de manger? » Adam répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a séduit et j'ai mangé. » Et Dieu dit à la femme, « Ève, qu'as-tu fait là? » Ève répondit, « C'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé. » Dieu dit au serpent, « Maudit sois-tu parmi tous les bestiaux. Tu marcheras à plat ventre. Tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre ton lignage et le lignage des hommes. Il t'écrasera la tête et tu l'atteindras au talon. » Dieu dit à la femme, « Je multiplierai les peines de tes grossesses. Dans la peine, tu enfanteras des fils. Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » Et Dieu dit à l'homme, « Maudit soit, c'est parce que tu as écouté la voix de ta femme. Maudit soit le sol à cause de toi. Il fera germer épines et charbon. Tu mangeras l'herbe des champs et tu mangeras ton pain à la sueur de ton front jusqu'à ce que tu retournes au sol, car tu en fis tirer. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Bible de Jérusalem, l'édition du CER, publiée en 1998, page 34. Donc voilà un peu pour cette partie sur le travail. Mais paradoxalement, cette même conception négative du travail se retrouve également dans l'Antiquité, dans les sociétés romaines et dans les sociétés grecques. En effet, dans la Rome antique et dans la Grèce antique, le travail ne traduit nullement la noblesse de l'homme, mais l'aliénation, la dépendance et la souffrance. En effet, Platon dit, il y a d'un côté les hommes libres qui sont occupés à la méditation, qui sont occupés à la réflexion, au loisir de la vie, et de l'autre côté, il y a les esclaves qui sont occupés à travailler douloureusement la matière. Mais également aujourd'hui, chez Karl Marx, dans le capitalisme, le travail traduit l'exploitation de l'homme par l'homme. En effet, Karl Marx dit la société elle est divisée en deux classes aux intérêts opposantes et divergentes. Une petite minorité de la population, que sont les bourgeois, vont s'accaparer de l'ensemble des moyens de production, de l'ensemble des terres et des richesses, et vont laisser la grande majorité qui est le prolétariat dans la pauvreté, la misère, la galère, la souffrance la plus récurrente. Ce qui fait que les prolétaires n'ont rien. Ils sont obligés d'aller travailler pour les bourgeois. Mais même en travaillant, ils reçoivent un salaire misérable qui ne leur permet pas de vivre décemment. Ce qui fait que l'ouvrier, plus il travaille, plus il devient pauvre. Et il rentre à pied. Pourquoi? Parce qu'il reçoit un salaire misérable. La marchandise qu'il a participé à construire, à fabriquer, a plus de valeur que lui. C'est ça que Karl Marx appelle le fétichisme de la marchandise.
Ce qui fait que l'ouvrier, quand il travaille, il ne le fait pas par gaieté de cœur. Le travail est sacrifice de soi et mortification. L'ouvrier, au moment où il travaille, il se sent étranger à lui-même, car il sait qu'il s'est déjà vendu pour un salaire misérable. C'est pourquoi toujours dans le Capital, Karl Marx écrit « La nature aliénée du travail devient nette. Dès qu'il n'y a pas de contraintes physiques ou autres, le travail est fui comme la peste. Le travail est sacrifice de soi, le travail est mortification. » Donc Karl Marx montre que l'homme, plus il travaille, plus il devient pauvre. Pourquoi? Parce que le capitaliste, il fait de telle sorte que l'ouvrier, il fait beaucoup plus d'efforts. Les heures de travail sont énormes alors que le salaire est misérable. C'est ça qu'on appelle la plus-value. L'ouvrier, il fait beaucoup d'heures de travail et il reçoit un salaire misérable. Cette exploitation-là que le travail connote, c'est cela que Karl Marx dit, le travail, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Mais d'une manière paradoxale, on peut également montrer l'antithèse. Montrer que le travail, au lieu d'être l'expression de cette aliénation, de cette punition, peut être un remède à tout cela. En effet, c'est le travail qui permet à l'homme d'avoir sa dignité, d'avoir sa noblesse, de se faire respecter. Mais également, le travail libère l'homme. Le travail nous libère de l'ennui, de l'oisiveté et du besoin, nous dit Voltaire. Quand vous travaillez, vous n'êtes plus dans la dépendance des autres. Quand vous travaillez, vous avez la capacité de résoudre vos problèmes. Et même aujourd'hui, si nous regardons nos sociétés, c'est le travail qui permet aux gens de se faire respecter. Celui qui ne travaille pas dans la société, il est vu comme un vaurien, comme un moins que rien. Personne ne le sollicite, personne ne le respecte. C'est le travail qui nous anoblit. Dans cette même perspective, on peut citer Hegel, qui montre que le travail libère l'homme doublement. Hegel écrit un ouvrage qui s'appelle La phénoménologie de l'esprit. L'ouvrage est interprété par un auteur qu'on appelle Alexandre Kojève, qui écrit un autre ouvrage, Introduction à la lecture de Hegel. À la page 29, Alexandre Kojève dit « Au départ, deux hommes, une conscience A et une conscience B, vont lutter dans une lutte à mort, où le vainqueur doit tuer le vaincu. Tout de même, A, qui est guerrier, va risquer sa vie au combat jusqu'à la mort, tandis que B, qui est lâche, va abdiquer et renoncer à sa liberté et se soumettre à A. Toutefois, A décide de ne pas le tuer. Il le garde comme le miroir, comme le symbole de sa victoire et décide de l'interposer entre lui et la nature. Ainsi, au moment où A va vivre dans l'oisiveté, dans la paresse, n'étant jamais en contact avec le monde matériel, B est occupé à travailler douloureusement. Ainsi, c'est B qui fait tout. De victoire technique en victoire technique, B finit par devenir maître et possesseur de la nature, car il va se libérer de la nature. Première libération. Supposons c'est lui qui va au champ. Il continue à travailler. À la fin de l'hivernage, de la période hivernale, il apporte des récoltes à la maison. Du coup, il devient maître et possesseur de la nature. Il s'est libéré de la nature. À lui qui ne travaille pas, il devient dépendant de B. Parce que désormais, s'il a besoin de manger, il faut qu'il appelle B. Et par une conversion dialectique exemplaire, le travail servile a permis à l'esclave de se libérer doublement. Le travail lui a libéré de la nature et l'a libéré également de sa nature d'esclave. Et ainsi Hegel dira, l'esclave qui au départ était esclave, grâce au travail, il devient le maître du maître. Le maître qui ne travaille pas devient l'esclave de l'esclave. Donc voici comment le travail peut libérer l'homme doublement. Donc au-delà de ça également, nous allons parler maintenant du langage, qui est une manifestation donc de la culture. Si nous disons que le langage est une manifestation de la culture, c'est normal, les animaux doivent normalement être exclus du langage. Les animaux ne parlent pas. Les animaux n'ont pas la même capacité de communiquer comme nous. Mais tout de même, il y a une communication animale. Et comment s'opère cette communication animale-là? Il y a un auteur qui s'appelle Karl von Frisch. Il fait un travail impressionnant sur la danse des abeilles. Il constate que quand une abeille part butiner, vous savez que les abeilles se nourrissent donc du miel. Mais ce miel, ce sont les abeilles eux-mêmes qui fabriquent cela dans leur ruche, dans leur nid. Maintenant, chez les abeilles, il y a la reine qui se reproduit. Et parmi les autres abeilles, il y a les ouvrières et les éclaireuses. C'est-à-dire les abeilles qui vont à la recherche de la nourriture, voir les pollens, les fleurs. C'est ce nectar-là qui se trouve sur les fleurs et les poudres poussiéreuses sur les fleurs que les abeilles cueillent pour les amener au niveau de la ruche et confectionner leur miel.
Maintenant, une abeille qui part pour rechercher le pollen, elle revient vers la ruche pour indiquer aux autres abeilles la distance à parcourir et la direction du pollen. Mais comment s'opère une telle communication? L'abeille se met à danser. Soit elle tourne en cercle ou elle tourne à l'infini. Suivant la rapidité et l'inclinaison de la figure, l'abeille indique à ses congénères la distance et la direction du pollen. Et Carl von Frisch conclut par là qu'il y a une communication animale. Mais nous allons étudier cette communication animale et montrer 4 limites qu'il existe dans cette communication que nous n'avons pas. Et finalement, pour montrer que ce que les hommes ont tenté d'appeler la communication animale n'est rien d'autre qu'un agencement de faits physiques déclenchant un certain comportement. Finalement, chez les animaux, il y a plutôt action et réaction et non communication. Car la communication, elle suppose je parle, vous écoutez, vous entendez. À partir de ce que moi je dis, vous également vous répondez. Alors que les animaux en sont incapables. C'est pourquoi le langage animal est un agencement de signaux. Tandis que chez les humains, on ne parle pas de signaux, mais de signes linguistiques, qui sont un produit de l'esprit. Ce sont des signes conventionnels, utilisés et articulés par les humains. Très bien, quelles sont les 4 limitations de ce langage animal-là? Premièrement, la communication des abeilles, étant gestuelle, mais n'étant pas vocale, nécessite la perception visuelle. Cela veut dire que dans l'obscurité, les abeilles seraient incapables de communiquer. Le langage humain ne connaît pas cette limitation. Les plus belles communications se font dans l'obscurité. Et là, vous en savez quelque chose. Deuxième limitation, c'est que le langage animal est un langage qui est inné. L'animal ne l'a pas appris. De cela seul qu'il est mouton, il s'est mêlé comme ses congénères. De cela seul qu'il est coq, il s'est chanté comme tous les autres coqs. Il n'a pas besoin de l'apprendre. La preuve en est que vous pouvez acheter des poussins. Vous les mettez à la maison, vous les isolez quelque part, donnez à manger et attendez. Au bout de 6 mois, 7 mois, l'ensemble des coqs se mettront à chanter. Où est-ce qu'ils l'ont appris? Très bien. La civilisation des animaux est inscrite dans le code génétique de l'animal et se transmet de manière héréditaire. Tandis que la civilisation des humains se transmet à travers les bibliothèques, les musées, à travers la société. Voilà la deuxième limitation. Troisième limitation, c'est que le langage animal est un langage stéréotypé. Autrement dit, c'est un langage répétitif. Un coq qui a faim, il ne peut que chanter. Mais à travers ce chant, qu'est-ce qu'il veut te dire? A-t-il soif? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il a faim? De même qu'un mouton, il ne peut que bêler. Mais que signifie ce bêlement de ce mouton-là? Qu'est-ce qu'il veut réellement te dire? En réalité, ces éléments ne se laissent pas analyser. Pourquoi? Parce que le langage est répétitif. Tandis que nous autres humains, nous n'avons pas cette limitation-là. Même si nous faisons exprès de répéter le même son 2 fois de suite dans une seule phrase, chaque mot a un sens différent suivant le contexte. Et enfin, dernière limitation, c'est que chez les animaux, il n'y a pas proprement parlé de communication, mais il y a information et non dialogue. Vous ne verrez jamais des moutons côte à côte, l'un belle, l'autre belle, comme s'ils étaient en train de débattre. Cela n'existe pas chez les animaux. Tandis que nous, les humains, nous avons la capacité d'analyser, de comprendre ce que l'autre a dit et de répondre. Il y a évidemment, les éléments de notre langage peuvent s'entremêler librement et produire évidemment une conversation. Chez les animaux, cela est impossible. Finalement, pourquoi les animaux ne parlent pas comme les humains? Est-ce par défaut d'organes? Nous dirons non. Les animaux ont des bouches, des langues, des dents, tout ce qu'il faut pour parler. Mais fondamentalement, c'est par défaut de pensée. Si les animaux ne parlent pas, c'est parce qu'ils ne pensent pas. Dès lors, quelle est la prédominance entre la pensée et la parole? Est-ce que nous pensons d'abord, ensuite nous parlons? Ou bien est-ce que c'est au même moment où nous parlons que nous pensons? Voilà maintenant le débat. Et là, nous allons montrer qu'il y a 2 possibilités. Selon les uns, notamment Nicolas Boileau, qui est le premier, il dit que nous pensons d'abord, ensuite nous parlons. C'est dans ce sens qu'il écrit, mais avant que de parler, apprenez à penser. Car tout ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots pour le dire arrivent aisément. Donc pour que nous puissions parler avec aisance, il nous faut d'abord penser clairement ce que nous avons à dire. La parole, par conséquent, ne serait rien d'autre que l'expression a posteriori d'une pensée déjà élaborée. La parole ne vient que pour habiller la pensée.
Dans cette même perspective, nous avons un autre auteur qui s'appelle Ludwig Wittgenstein. Il exprime l'antériorité de la pensée sous la forme de l'ineffable. Il dit, des fois, nous connaissons beaucoup de choses, mais nous avons choisi de ne pas les dire. C'est pourquoi il dit, tout ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Dans cette même perspective, il y a un autre auteur qui s'appelle Denis Diderot. Il dit, la pensée, elle est incommensurable au langage. Autrement dit, nous connaissons beaucoup de choses, mais au moment où nous voulons les dire, parfois nous n'avons pas les mots pour faire ressortir tout ce dont notre pensée retient. C'est pourquoi il dit, il y a beaucoup de choses senties, mais qui ne sont pas nommées. C'est pourquoi il écrit dans Pensée détachée sur la peinture à la page 77, Denis Diderot écrit, j'avoue que je n'ai jamais su dire ce que j'ai senti dans l'Adrienne de Terence et dans le Vénus de Médicis. C'est peut-être la raison pour laquelle ces ouvrages me sont toujours nouveaux. Lui-même, il écrit 2 ouvrages, mais quand il s'agit d'expliquer ces ouvrages, il n'arrive pas à trouver les mots qu'il faut. Et finalement, Henri Bergson écrit « Le langage appauvrit la pensée ». Le langage mutile la pensée. Le langage sclérose la pensée. Nous connaissons beaucoup de choses, mais nous avons peu de mots pour traduire tout ce que nous savons. À côté de ces auteurs-là, maintenant, nous avons d'autres qui estiment au contraire que la parole et la pensée vont de pair, sont simultanées et sont inséparables. Parmi eux, nous avons Platon. Platon dit la pensée en elle-même est une parole, mais une parole silencieuse. Au moment où je suis en train de penser, je suis en train en même temps de nommer les mots à l'intérieur de ma tête. C'est pourquoi dans le tête-à-tête, Platon écrit « L'image que je me fais de l'âme en train de penser n'est rien d'autre qu'un dialogue intérieur que l'âme se tient à elle-même en se posant des propositions, soit qu'elle affirme ou qu'elle nie. » Et là, c'est d'autant plus clair. Les élèves devant une copie de philosophie, vous les regardez au moment où ils sont en train de penser, ils sont en train de dialoguer avec eux-mêmes pour rechercher qu'est-ce qu'il faut faire. À ce moment, la pensée est une parole, mais une parole silencieuse. C'est pourquoi La Rochefoucauld dit, des fois, le silence est plus éloquent que la parole. Des fois, dans le silence, nous disons plus que nous-mêmes nous ne voulons dire. Donc ce silence-là, nous dit Maurice Merleau-Ponty, est bruissant de parole. Au moment où nous pensons, nous sommes en train de parler. Et l'auteur le plus saisissant dans cette histoire, il s'appelle Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure montre le caractère indissociable et inséparable de la parole et de la pensée en comparant le langage à une feuille de papier. Il dit, dans une feuille de papier, nous ne pouvons pas découper le recto sans pour autant découper le verso. De même, dans la langue, on ne peut pas parler sans penser. Et Hegel, pour sa part, dira que vouloir penser sans les mots est une entreprise insensée. Au moment où nous pensons, nous parlons en même temps, car nous sommes en train de nommer les mots à l'intérieur de nous. Donc voilà pour la première leçon, nature et culture. Maintenant, on peut poser des questions s'ils veulent là-dessus. Maintenant, merci M. Diatta pour ce brillant exposé sur le domaine 2 de la philosophie intitulé « La vie sociale ». Et je pense qu'au sortir de cette rencontre, les élèves n'auront plus de difficultés pour ce qui est des notions de la vie sociale. En l'occurrence, le principal objet d'étude qui est l'homme quand on parle de la vie sociale. Et là, j'ai envie de vous poser une question pour voir si vous avez retenu quelque chose ou pas. Sur l'homme, la nature est-elle innée ou acquise? La nature est-elle innée ou acquise? La nature est innée. Et la culture est acquise, effectivement. Donc la nature est innée. Ce qui est inné, c'est ce que vous êtes né avec, n'est-ce pas? Et ce qui est acquis, c'est comme monsieur Diatta l'a dit, c'est la mémoire collective d'un peuple. C'est ce que vous avez acquis. Et vous recevez ces informations, vous recevez ces connaissances à travers l'éducation. N'est-ce pas? Monsieur Diatta également est largement revenu sur les rapports entre la nature et la culture. Et la différence ici qui est perçue, c'est que nous analysons
les relations coexistantes entre l'homme et l'animal à travers quelle est la différence qui est perçue si nous analysons les relations entre la nature et la culture? Oui? Quelle est la différence qui est perçue si nous analysons les relations entre l'homme et entre la nature et la culture? Oui? Monsieur Diatta l'a dit tout à l'heure. Oui? L'inné est acquis. D'accord. Donc nous allons procéder aux interrogations des élèves. Vous allez poser des questions sur ce domaine avant qu'on passe, n'est-ce pas? Si on a le temps, on peut revenir sur la méthodologie, bien sûr, de la dissertation philosophique, ce qui vous pose souvent problème, n'est-ce pas? Quels sont les élèves qui veulent intervenir en posant des questions?